Steve Proulx au micro de ce nouvel épisode du balado Le métier d'informer, le balado qui s'intéresse au journalisme sous toutes ses formes, à ses enjeux et à sa pratique. Un épisode un peu spécial cette fois-ci parce qu'on vous propose une grande entrevue avec une journaliste qui l'est tout autant. Pendant 4 décennies, Alexandra Chaska a parcouru le monde pour témoigner de l'histoire en cours d'écriture. Des violentes répressions de manifestants pro-démocratie place Tiananmen à Pékin en 1989 à la guerre en Afghanistan. Elle nous raconte son parcours de journaliste, mais aussi de femme, dans un livre qu'elle fait paraître ces jours-ci aux éditions du Boréal et intitulé « Je ferai le tour du monde ». Et c'est à cette occasion qu'elle a accepté de venir à ce micro pour revenir sur ce parcours unique, inspirant, 1 heure avec Alexandra Chaska. Ça fait une dizaine d'épisodes que je fais pour le balado Le métier d'informer. Et c'est comme une tendance que je vois, la curiosité ou le fait de s'intéresser à plusieurs choses. Dans votre cas, ça a été le théâtre. Vous avez étudié en sciences pures. Tu sais, des intérêts qui sont généralement pas compatibles. Et cette curiosité-là, cette polyvalence-là, c'est comme un trait caractéristique des journalistes. Est-ce que cette curiosité-là que vous aviez, que vous racontez dans votre livre, Alexandra Chaska, est-ce qu'elle se développe, est-ce qu'elle se raffine avec le temps dans votre cas? Et disons que j'avais des intérêts multiples quand j'étais déjà très jeune, parce que je viens d'une famille de scientifiques, mais mes grands-parents, du côté de mon père biologique, étaient des acteurs, étaient metteurs en scène. Mon grand-père était metteur en scène. Et très jeune, je faisais du théâtre à l'école, même quand j'avais 7-8 ans. J'avais cette attirance-là, aussi pour la littérature, mais en polonais, parce que alors j'adorais les cours de polonais, donc j'avais plus sciences humaines. J'adorais écrire déjà à l'époque, mais la coupure s'est faite évidemment quand j'ai quitté la Pologne, parce que faire des sciences humaines ou écrire dans une langue que tu connais presque pas, c'est beaucoup plus difficile. Donc ça m'a un peu bloqué. Puis le côté science était quand même très fort, donc naturellement. Puis aussi au Québec à l'époque, quand je suis arrivée ici à 16 ans, quand tu étais bon en sciences, il fallait aller en sciences. C'était pas fréquent, j'étais bonne en maths. Alors, donc la biochimie, mais ça m'a pris quand même 4 ans, 2 ans de cégep, plus de 2 ans de l'université en biochimie pour me rendre compte que c'est pas quelque chose qui m'intéressait. J'étais bonne. Ça vous a pris quand même 4 toutes ans. ces années. Mais toutes ces formations-là ont été utiles en journalisme, vraiment. Et donc, pendant que j'ai étudié en biochimie, je faisais du théâtre, mais bon, c'était un hobby, ça allait. Et finalement, je me suis dit, non, je ne deviendrai pas actrice, je ne deviendrai pas biochimiste, alors qu'est-ce que je vais devenir? Et l'anthropologie s'est présentée comme, je me souviens, je feuilletais le répertoire des cours de l'Université Laval où j'étais déjà, et je me disais, qu'est-ce que je vais faire? Et quand j'ai vu l'anthropo, je me suis dit, c'est ça, c'est l'étude des différentes sociétés, c'est les voyages, c'est la découverte des langues, des cultures. Alors, et là, j'ai été assez assidue parce que j'ai quand même fait ma maîtrise. Et pendant que je faisais cette maîtrise, j'ai commencé à faire du journalisme, je le raconte dans mon livre, et journalisme amateur, et j'ai vraiment aimé ça. Et au moment où j'ai commencé mon doctorat en anthropologie, je me suis dit, oh non, je ne vais pas passer maintenant 6-7 ans sur un sujet, une population, un village en général, quand on est anthropologue. C'était pas assez. C'était pas assez. Et là, des chances se sont présentées. Comme je dis dans mon livre, dans la vie d'un journaliste, les hasards et la chance et le bon timing, ça joue un rôle vraiment important. Parlons-en de ce livre. Je ferai le tour du monde aux éditions du Boréal que vous publiez ces jours-ci. C'est un livre sur votre vie. Est-ce que vous avez l'impression de faire un peu un coming out, c'est-à-dire qu'on ne vous a pas connu, Alexandra Chaska, votre vie privée, et là, vous en parlez quand même beaucoup. Est-ce que vous aviez envie de dire toutes ces choses-là, ou est-ce que c'est arrivé comme ça quand vous avez commencé la rédaction du livre? Comment ça s'est passé? Écoutez, au départ, pas vraiment. Au départ, il y avait beaucoup moins d'éléments personnels. Okay. Et parce que ce que je voulais, d'ailleurs, le premier titre était Au-delà de l'image. Donc, c'était les coulisses. Ce que je voulais montrer, c'est les coulisses du travail de journaliste de télévision surtout, parce que c'est ce que j'ai fait. Aussi, toutes les histoires qu'on n'a pas racontées, toutes les dimensions des personnages qu'on a présentés que j'ai présentés dans mes reportages, mais
dont j'ai pas... Je me suis dit, je leur ai pas rendu justice à leur vie, à leur combat, etc. Donc là, je vais avoir l'occasion de le raconter. Et je dois dire, c'est mon éditeur qui m'a dit, écoute, ça prend un élément plus personnel, les gens vont être plus tentés de le lire. Alors, c'était pas... Puis bon, évidemment, les journalistes de ma génération, on était assez pudiques. Ouais. On était pudiques, moi, comme journaliste de télévision. Vous dites journaliste de votre génération, pourquoi? Les journalistes de ma génération ne sont pas? Les journalistes plus jeunes, aujourd'hui, d'abord, je vois, ils sont très bons à la télé, ils se montrent sans arrêt dans leurs reportages. On les voit. Nous, on ne voyait pas. Et je vais juste vous citer un exemple. Je suis en Iran, c'est les élections en Iran, la vague verte, les tueries, etc. Et on me demande, parce que ça se calme à un moment donné, on me demande de faire un deuxième sujet pour rentabiliser le voyage, si vous voulez. Et je propose de faire quelque chose sur la communauté juive d'Iran. Bon, on savait que les Juifs étaient plus ou moins, on pensait, persécutés en Iran, mais il y avait quand même une communauté juive en Iran que j'ai découvert très rapidement. Hein, c'était vraiment sur le tas. Et je fais tout un reportage quand même assez unique, parce que quand est-ce que vous avez vu un reportage sur les Juifs en Iran? Il n'y en a pas énormément. Non, et j'ai montré ça à quelqu'un récemment et je me suis rendu compte on ne me voit pas une seule seconde dans ce reportage. Alors ça, c'était la façon dont on faisait les reportages encore jusqu'à 2005-2010. J'étais là-bas en 2009, je crois, c'était les élections, si ma mémoire est bonne. Et alors qu'aujourd'hui, les journalistes, c'est peut-être même la tendance contraire. Derrière moi, vous voyez la révolution. Derrière moi, vous voyez l'attentat qui vient d'avoir lieu. C'est vraiment le journaliste... C'est le journaliste acteur des événements. C'est ça. Alors que nous, on n'était pas formés comme ça. Donc, c'est vrai qu'on ne nous voyait pas beaucoup. Et moi, j'avais encore fait des années de reportages longs, de presque documentaires, où journaliste aux nouvelles... Même à mon époque, quand j'ai commencé à faire de la salle des nouvelles et que je suis devenue correspondante, on nous voyait plus parce qu'on signait nos reportages. Mais j'ai passé des années à faire des reportages où on me voyait presque pas, où je signais pas à l'écran. Donc, ici, Alexandra Chatska, à Mexico. Et donc, je me suis dit, oui, pourquoi pas. Mais c'était pas... Je me suis fait un peu violence au début pour raconter ma propre vie. Qu'est-ce que vous craigniez? Je craignais rien, c'était juste qu'on était pudique. On était un peu pudique parce que... Pas besoin de dire ça. Il y a tellement de choses à raconter sur ce qui se passe dans le monde, qu'est-ce que sont devenus ces pays que j'ai couverts. Il y a tellement de choses à raconter, pourquoi parler de moi? Qu'est-ce qu'il y a de si intéressant? Et finalement, je pense que c'était une bonne idée de mon éditeur parce que c'est vrai que les gens... Et non seulement ils sont curieux, parfois c'est peut-être de la curiosité malsaine, mais ça entraîne les gens à lire et à lire sur les situations internationales que moi, je veux faire connaître et qui sont pour moi plus importantes que moi-même. Elle a choisi de parcourir le monde et de le raconter. Voici Alexandra Chatska. Bienvenue à Tout le monde en parle, madame. Ces derniers jours, vous présentez ce livre-là, vous avez votre tournée médiatique, vous vous retrouvez donc de l'autre côté du micro à recevoir des questions alors que vous étiez habitué à en poser. Est-ce que vous aimez cette expérience? Et oui, c'est agréable parce que le travail d'écriture est un travail, comme vous le savez sans doute, très solitaire. On doute beaucoup, on passe des heures en confinement dans notre bureau. Et pouvoir parler de ça après, oui, c'est agréable. Je le fais avec plaisir. Est-ce que vous avez un regard critique sur ceux qui vous interviewent? Est-ce qu'on vous pose les questions que vous auriez posées? Et oui, ce qui m'étonne, je peux vous dire tout de suite, c'est qu'il n'y a pas une seule interview qui se ressemblait. C'est ce que je dis, les journalistes interrogent la réalité, donc interrogent leurs interviewés et avec leur propre sensibilité. Alors, je vais vous dire 2 femmes journalistes qui m'interrogent. Une qui met l'accent sur la lettre de mon fils que je cite quand je pars comme correspondante à Moscou et il n'a que 19 ans et je le laisse le cœur déchiré. Et alors je me dis, je suis sûre qu'elle a des enfants. Je ne citerai pas de nom. Et une autre journaliste qui me parle aussi du côté femme, journaliste, qui a des enfants, mais très rapidement.
Et elle passe plutôt plus de temps sur le fait que nous, les femmes journalistes à Radio-Canada, à la fin des années 80. McQuaid, là. Je cite pas de nom, mais juste pour vous dire que chaque personne appréhende la réalité. Choix à travers les entrevues. Oui, il y a des choix. Bon, il faut dire que le livre, je ne vais pas être vendeuse de balayeuse, là, mais le livre aborde quand même plusieurs thèmes. Donc, il y a à boire et à manger pour les journalistes, mais je suis vraiment étonnée de voir comment les gens sont frappés par certaines choses et moins par d'autres, mais aussi ça dépend du format, ça dépend de la longueur. Là, j'ai l'occasion de parler plus longuement, plus en profondeur. C'est pas la même chose qu'une entrevue de 6 minutes chez Jean-Philippe Vauthier. C'est clair. Et alors, donc, c'est ça. Mais je pense que la sensibilité de chacun des journalistes, et ça, je trouve ça agréable de voir finalement la confirmation de ce que je pensais dans les entrevues. Et puis aussi, je dois vous dire que je dois moins me préparer que quand j'étais de l'autre côté du micro. Et ça, c'est très plaisant. Je veux qu'on revienne sur votre livre. On ne racontera pas tout ce qui se passe dans ce livre-là parce que c'est riche, vous l'avez dit. Il y a beaucoup de choses, mais parlons quand même des débuts. Le livre commence par ce qui est sans doute le plus grand choc dans votre vie, c'est-à-dire votre fuite de Pologne avec votre famille parce que vous étiez d'origine juive. Vous vous retrouvez donc apatride, déraciné et replanté à Trois-Rivières. C'est l'événement central de votre vie, ce déplacement-là? Est-ce qu'on peut dire ça? Je pense que ça a déterminé beaucoup de choses dans ma vie. Je pense que ça a été une grande tragédie pour moi parce que, à cause de l'époque à laquelle ça s'est passé dans ma vie, c'est-à-dire adolescence, vous savez, quand on est adolescent, on lâche un peu nos parents, puis on s'en va vers nos pères, nos amis, et c'est comme ça qu'on se construit comme adulte. Et souvent, assez violemment, on critique nos parents. Moi, j'avais pas la possibilité de le faire. On était un îlot qui se déplaçait de Pologne en France, de France à Trois-Rivières, et on était complètement collés. Donc, je n'avais pas la possibilité de devenir l'adolescente que je serais probablement devenue en Pologne. Et aussi parce que je laissais mes amis, qui sont d'ailleurs restés amis jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'était des amitiés très profondes et très importantes à cet âge-là. Ce statut d'apatride aussi vous a donné une sorte de qualité. Vous passez à travers les mailles des systèmes, vous le dites, des systèmes géopolitiques. C'est comme un peu si les frontières ne vous concernaient pas. C'est un peu ça, si on peut dire. Est-ce que ce sentiment de n'appartenir à aucune terre, ça vous habite encore aujourd'hui? Oui, un peu. Oui, je dois dire que oui, un peu. Moi, je pose ma valise n'importe où, puis je suis chez moi. Je l'ai appris à la dure, comme je le décris dans le livre. C'était pas mon choix, c'était le choix de mes parents. Et c'était un choix politique à l'époque qui était assez douloureuse. Et aujourd'hui, ça m'a fait... Tu sais, ce qui nous tue pas nous fait plus fort. Hein. Mm-hmm. Alors, c'était vraiment ça. Aujourd'hui, franchement, là, je prends ma valise, je la pose n'importe où. Et c'est depuis des années comme ça. Je me souviens, quand je faisais de l'anthropologie, et à l'époque, on le fait encore, on faisait du terrain, on allait à l'autre bout du monde, on posait notre valise, puis on passait 2-3 ans sur notre terrain. Donc, cette perspective-là me réjouissait de découvrir les codes, de décoder les comportements. C'est quelque chose que j'aime bien. Et là, j'ai appris l'Italie, j'apprends l'italien dans une petite ville, j'apprends les codes. C'est pas des gens nécessairement très sympathiques, hein, parce qu'on pense les Italiens, et non, c'est parce que c'est une petite ville fortifiée. Elle a la mentalité de ville fortifiée, ça, tous les Italiens vont vous le dire. Okay. Lucca est connu pour être... Alors, j'apprends comment... Parce que je veux connaître des gens de la place pour vraiment mieux comprendre. Pas facile d'entrer dans les familles, d'entrer dans les... Ça fait 2 ans que vous êtes là, c'est ça? Ça fait presque 3 ans. De 2020. Ouais. Mais oui, c'est quelque chose qui est resté. Je disais, je ne pousserai plus de racines nulle part parce que ça fait trop mal pour les arracher. Et c'est un peu ça, mais c'est aussi enrichissant. C'est aussi une richesse dans la vie de pouvoir arriver... On n'est pas des végétaux, de toute façon. C'est ça, ouais. Vous avez fait votre nid de journaliste international, d'abord à l'émission Nord-Sud, à Radio-Québec, Télé-Québec aujourd'hui. Pour ceux des plus jeunes d'entre nous, rappelez-nous ce que c'était Nord-Sud, cette émission-là.
Alors, c'était une émission qui a duré, je crois, presque une dizaine d'années, si ma mémoire est Une bonne. décennie, Moi, j'ai ouais. passé 5 ans je me C'était rappelle. populaire, cette émission-là? Est-ce que c'est- 85 à 90. C'était assez populaire, mais évidemment, c'était les codes d'écoute de Radio-Québec à l'époque. Télé-Québec, ça n'avait rien à voir avec les codes d'écoute des émissions d'information de Radio-Canada. Mais on avait quand même, on allait chercher 200, 300 000 à l'époque. Aujourd'hui, c'est même beaucoup pour des émissions d'information de Radio-Canada parce que Non, la télé, à l'époque, était beaucoup plus centrale qu'aujourd'hui. C'est plus fragmenté aujourd'hui. Donc, mais à l'époque, c'était des petites codes d'écoute, des moyennes codes d'écoute, mettons. Et puis, c'était une émission qui traitait des relations entre les pays du Sud et les pays du Nord. À l'époque, c'était vraiment très bien. C'était encore la guerre froide, si vous voulez, la fin de la guerre froide, mais quand même, des années 80. Et donc, il y avait le Sud, l'Amérique du Sud, l'Afrique. C'était financé en l'Asie. partie par l'AGDI. Et c'était financé en partie par l'AGDI. En général, il n'y avait pas d'intervention d'aucune sorte éditoriale ou de contenu. Mais dans les faits, oui, parce qu'on soumettait des sujets et on les finançait ou non. En général, il n'y avait pas de problème, mais je raconte dans le livre que le On problème, va en c'est parler d'un peu de l'exception qui confirme la règle. Je me trompe, mais à l'époque aussi, dans les années 80, à l'époque de Nord-Sud, est-ce qu'il y avait un appétit plus grand du public et des médias pour le journalisme international? Ou est-ce qu'on peut dire ça? Ou... Je ne sais pas. Non? Je ne sais pas s'il était plus grand, plus petit qu'aujourd'hui. Je sais qu'aujourd'hui, l'offre est tellement multiple, c'est tellement fragmenté et même l'attention, le fameux attention span est tellement court, les gens peuvent avoir de l'information internationale sur Twitter. Tu sais, ils défilent le fil Twitter, s'ils sont abonnés au bon compte, ils ont rapidement, je le fais d'ailleurs moi-même. On va rarement en profondeur, par contre. On va rarement en profondeur. Alors que dans ces émissions-là, on allait vraiment en profondeur. On pouvait prendre une demi-heure pour parler d'un sujet et parfois c'était 2 sujets à la demi-heure. Mais pour dire qu'on était plus intéressé ou moins intéressé, je ne sais pas. Ce que je peux dire, par contre, c'est que le monde est devenu beaucoup plus complexe aujourd'hui qu'il ne l'était à l'époque. Donc, c'est encore plus difficile aujourd'hui de comprendre les enjeux. À l'époque, on avait quand même les 2 blocs. Pays d'Amérique latine étaient, soit avaient des généraux à la tête des gouvernements et on opprimait ou carrément on tuait les militants de gauche. C'était vraiment un monde bipolaire, comme on l'a connu. Et je pense que la réalité était plus facile à saisir. Est-ce que pour autant, les gens s'intéressaient plus, regardaient plus facilement parce que c'était plus simple à comprendre? Je sais pas. C'est une bonne réflexion, c'est intéressant. Cette expérience à Nord-Sud vous mène en Chine. Il faut en parler parce que j'ai l'impression que c'est le reportage, le voyage que vous avez fait qui a été très important dans votre carrière. Vous arrivez donc en Chine au printemps 89, au tout début des manifestations à Place Tiananmen qui vont mener donc au 4 juin 89, ce qu'on va appeler le printemps de Pékin, les massacres, la répression de ces manifestants pro-démocratie. C'est vraiment le reportage de votre carrière? Est-ce qu'on peut dire ça, cette histoire-là? Ou non, je dirais pas que c'est... Oui, peut-être un top 10 sûrement, ou peut-être même top 5, je sais pas. À l'époque, c'est sûr que c'était le plus important de ma carrière, à l'époque. Mais depuis, j'en ai fait d'autres. Mais celui-là, c'est vraiment une chance inouïe. Mais il est arrivé plusieurs choses. Ce reportage-là, bon, d'abord, faut le dire, vous l'avez raconté un petit peu à Tout le monde en parle, on va en parler un peu. Vous n'étiez pas là pour ça du tout. Vous étiez censé aller couvrir. En fait, votre ambition, c'était d'aller faire un reportage sur le fameux barrage des Trois-Gorges, le grand barrage hydroélectrique. Mais ça nous a été clairement signifié que le Canada n'était pas intéressé à ce que... Il y avait eu des problèmes avec l'AGDI et ça, ce barrage-là. Je pense que le Canada finançait une partie de ce barrage-là. Le Canada était impliqué dans des études d'impact. Le Canada était par la suite impliqué dans la construction. Donc, on ne voulait pas... parce qu'à l'époque, un des grands problèmes, évidemment, c'était l'inondation des grandes... un peu comme ici à la baie James, hein, c'est toujours la même histoire. Le coût environnemental de ça. Oui, le coût environnemental et le coût humain, parce qu'on déplaçait des millions de personnes. Tu sais, la Chine, c'est pas mal de monde. Alors, donc, nous, on voulait faire quelque chose là-dessus. Comment c'était reçu par la population? Et ça, clairement, ça faisait pas l'affaire de l'AGDI. On a essayé de le faire un peu par en arrière.
Et on n'a pas réussi. Et il y avait ça. Et ensuite, comme on a vu que ça, c'était impossible, on a fait des projets de faire des reportages sur le développement économique. Je riais sur le plateau de Tout le monde en parle. Je dis la pisciculture dans les rizières, c'était un des sujets. Mais il y en avait d'autres. Vous avez visité une usine de Renault, je pense. Oui, c'est ça. C'était des petits reportages. On allait dans les zones économiques spéciales parce que c'était quand même le début du boom économique de la Chine. Il y avait ces zones économiques spéciales le long de la côte, dont dans le sud, près de Canton ou de Guangzhou. C'est la même chose. Et là, il y avait l'usine de Renault qu'on allait voir, etc. Mais dès le premier jour, on a su que le sujet, c'était pas ça. Et on savait qu'il y avait des manifestations. Donc, on est arrivé à Pékin, on est descendu à Guangzhou. Et très rapidement, on est revenu à Pékin pour voir ce qui se passait. Et là, on a assisté à la genèse de ce mouvement au jour le jour. C'était fabuleux parce que les journalistes étrangers sont arrivés beaucoup plus tard. Il y avait la visite de Gorbatchev à la mi-mai. Là, on parle de la mi-avril. À la mi-mai, quand Gorbatchev est venu, là, tout d'un coup, il y avait plein de journalistes parce que c'était la première fois qu'un dirigeant soviétique arrivait en Chine. Et c'était un événement important. Mais ça manifestait depuis déjà des semaines et des semaines. Et les gens étaient déjà en grève de la faim sur Tiananmen. Et il y a des télévisions qui l'ont couvert, mais un peu périphériquement, de façon périphérique. Et nous, on était au cœur de ça, puis on a eu accès à plein de choses. Vous avez rencontré 2 manifestants journalistes qui étaient des journalistes là-bas, qui étaient des manifestants, et que vous avez hébergés. Après le massacre. Donc, ils ont réussi à sortir de Chine et vous les avez hébergés chez vous. Vos patrons ne savaient pas ça. Il ne fallait pas te dire ça. Est-ce que c'était su, ça, que vous... Est-ce qu'on peut faire ça? Je me pose la question, en fait. Moi, je suis libre d'héberger chez moi qui je veux. Mais non, ce qui était plus important, c'est que j'ai fait une intervention auprès de l'ambassade canadienne. Oui. Parce que là, Bim Bim, la journaliste, la femme, avait déjà un passeport parce qu'elle pensait aller faire une maîtrise à l'étranger. Donc, dans les pays de l'Est, il faut le savoir, ou en Chine, dans les pays communistes, on n'avait pas... Le passeport était propriété d'État, elle n'est pas propriété de l'individu. Donc, tu as un passeport pour 2 mois ou pour 6 mois, et après, il faut que tu le remettes. Donc, obtenir le passeport, ce n'est pas chose facile. Donc, c'était une chance inouïe qu'elle l'avait. Et ça, mes patrons le savaient, que j'ai fait une intervention auprès de l'ambassade en disant... ces gens-là ont mis leur sécurité en danger en nous donnant des entrevues, en nous amenant sur leur lieu de travail, dans leur appartement. Et ils peuvent être punis à cause de ça par les autorités. Ouais. Ils se cachent en ce moment. Vous aviez un sentiment de responsabilité pour la sécurité morale. De ces personnes-là. Et ça, mes patrons le savaient. D'ailleurs, plus tard, à Radio-Canada, on a fait ça aussi pour des fixeurs qu'on avait en Afghanistan. Donc, c'est pas quelque chose qu'on fait à la légère, mais c'est pas quelque chose qui est interdit dans le métier. Alors ça, c'était plus... et ça, mes patrons étaient au courant. Je ne sais pas s'ils étaient au courant que Bim Bim a habité chez moi. Et ensuite, quand son mari est arrivé, ils ont habité chez ma mère en haut, qui habitait dans la même maison que moi. Et elle était enceinte et vous l'avez convaincue de garder son enfant. Ouais, c'est mon côté... pro-vie. Mais ça a aussi, alors vous le dites dans le livre, donc je vous pose la question, ça a aussi un peu terminé votre relation que vous aviez, je ne sais pas si c'était marié, mais vous aviez une relation à l'époque, vous étiez marié. Oui, parce que là, j'ai pris la décision un peu seule et mon mari était plus ou moins d'accord pour héberger des gens chez nous où il avait le droit. Mais bon, le couple battait de l'aile déjà, dans mon cas, donc c'était pas la seule chose. Mais il n'y a pas beaucoup de choses que je regrette dans ma vie. Mais ça, c'en est une, de ne pas avoir... Parce que c'est cette espèce... Consulter, peut-être. Cette espèce d'élan. Ces gens-là, je les ai côtoyés pendant un mois. C'est la tragédie dont le monde entier regarde le déroulement. Moi, ici, je peux jouer un rôle, je le fais. Peu importe, mais ma famille... Vous participez à l'histoire concrètement. Je participe à l'histoire, mais mon mari, il avait peut-être pas le même intérêt, il avait le droit, c'était sa maison aussi, puis à un moment donné, c'était vraiment... ça devient lourd aussi, avoir une famille chez toi, et on ne sait pas quand est-ce... Bon, finalement, ils sont très bien débrouillés, ils ont eu des bourses, ils sont partis en Ontario et étudier, et tout ça. Mais, ça a donné des reportages à Nord-Sud, donc, parce qu'il y a ça, il y a le côté personnel, où est-ce que, vous avez... accueilli ces gens-là, mais il y a aussi une frustration qui est arrivée. Vous n'êtes pas aux nouvelles. Vous auriez pu couvrir ça pour le téléjournal, pour les nouvelles, mais là, vous êtes dans une émission d'affaires publiques.
Je pense que les reportages que vous faisiez, c'était pour l'automne ou c'était pour plus tard. Là, il a fallu changer le planning complètement. Vous avez fait des émissions spéciales avec ça parce que Ouais. c'est là qu'est né votre désir de faire de la nouvelle ou... Oui, c'est-à-dire en 89. En fait, vous me dites, est-ce que le reportage, c'était un reportage charnière dans ma carrière, le plus important? C'est l'année 89 qui a été vraiment une année charnière parce que c'était aussi la chute du mur. Oui. C'est ça. Et là, je me dis, mais l'histoire, j'ai utilisé le mot, je ne sais pas si ça a été bien compris, tout le monde en parle, les plaques tectoniques, mais vraiment, on assiste à un mouvement de plaques tectoniques géopolitiques depuis 89 extraordinaire. On le voit encore aujourd'hui avec ce qui se passe en Ukraine, avec la Chine par rapport à la Russie, par rapport je veux dire, c'est incroyable le rebrassage de cartes géopolitiques qui a lieu depuis 89. Et là, je me dis, je suis au cœur de cette histoire. En plus, je connais l'Europe de l'Est quand même relativement bien. Je parle les langues, je m'y intéresse depuis longtemps. Et là, je fais une émission sur les rapports, rien de mal, mais là, j'ai envie de continuer à être au cœur de l'histoire. Donc, c'est cette année-là, 89, Timisoara, je me souviens. Bon, évidemment, là, je parle pas le roumain. Je suis allée en Roumanie quand j'étais enfant avec mes parents, mais donc ça me donne pas une connaissance plus grande que n'importe quel journaliste. Mais je sens que c'est un monde que le bloc de l'Est qui est en train de se désintégrer. C'est moi qui devrais être là et rapporter là-dessus et non pas aller en Amérique latine ou ailleurs parce que j'ai fait beaucoup de pays d'Amérique latine. Et 89, il y a eu après le Timor oriental qui est resté un peu mon bébé chéri parce qu'on était la première équipe à entrer là depuis l'invasion indonésienne. 14 ans plus tôt. Et j'ai suivi vraiment l'histoire de ce petit pays qui finalement est devenu un pays en 2002, parfois de loin, parfois de près. Et ça, donc l'année 89 était vraiment une grande année. Et vous passez aussi de Nord-Sud à Radio-Canada. Je pense que c'est cette année-là. 90. 90, ouais. bon. La décision s'est prise cette année-là. Ouais. Et l'été 90, je pars à Radio-Canada en me disant, je vais être plus... au cœur de l'actualité, mais j'ai pas pu, pour toutes sortes de raisons, entrer au téléjournal comme tel. De toute façon, je pouvais parce que j'avais un jeune enfant, c'était impossible. Mais j'entre dans une émission d'affaires publiques qui s'appelle Enjeu, mais on traite quand même... Mais bon, je suis à côté d'une salle de nouvelles, donc je peux éventuellement, mais ça a pris encore bien des années. Enjeu, où vous travaillez avec Jean-François Lépine, ouais. Le jeune Patrice Roy, Bertrand Hall, voilà, et puis l'autre... Et il y avait Borgognon. Alain Borgognon. Alain Borgognon, qui malheureusement est décédé il y a quelques années, et qui était un journaliste du Point, qui est venu travailler avec nous. Et c'est ça, le très jeune Patrice Roy à l'époque. Parlons d'Enjeu un peu. Oui, vous allez à Radio-Canada, mais c'est à partir de ce moment-là aussi que vous vivez ce que vous appelez le fameux Boys Club de Radio-Canada. Vous y consacrez quand même un bon chapitre, en tout cas un bon passage. Ça a été lourd pour vous, cette vie-là, ce passage-là. On ne sent pas que votre passage à Radio-Canada, il y a une fierté, mais il y a une amertume aussi, là. L'amertume, non, je dirais pas, parce que s'il y a quelque chose que je déteste dans la vie, c'est d'être victime. Alors, je ne suis pas victime. Okay. Mais ça, c'est la réalité. C'était un monde d'hommes. Par exemple, au niveau de l'animation, moi, à l'époque, j'avais déjà animé, on a sauté cette étape-là, je pense que j'en ai pas parlé beaucoup. J'avais animé une émission, co-animé une émission sur les communautés ethniques au Québec. Et pourquoi pas? J'aurais pu, je pense, animer une émission. J'avais pas cette ambition-là clairement définie dans ma tête. Mais pourquoi pas? Mais l'atmosphère s'y prêtait pas. Moi, je me souviens, quand je rentrais à Radio-Canada, vous savez, le long couloir du stationnement Wolfe dans l'ancien édifice de Radio-Canada jusqu'à la tour centrale, tu marches un bon 150-200 mètres et tu as des photos des animateurs. Il n'y a que des hommes, et pendant des années. Et alors, c'était pas écrit nulle part que les femmes ne pouvaient pas l'être, mais c'était la réalité. J'étais la seule femme
journalistes de cette équipe. Sur Enjeu, oui. Et je suis restée pendant un bout de temps. On avait des femmes recherchistes, on avait des femmes réalisatrices, mais l'atmosphère était, c'était l'atmosphère de l'époque. C'est pas juste Radio-Canada, c'était pareil dans le privé. Ma sœur Agnès m'en raconte des belles et des pas mûres à la presse. Demandez à n'importe quelle femme journaliste qui a fait du journalisme à l'époque, c'était comme ça. Vous nommez des gens. Vous nommez des blagues sexistes d'un Simon du Rivage, vous nommez des Jean Pelletier, vous nommez des gens qui ont pas des je veux qu'on fasse attention, on n'est pas dans le MeToo, puis on n'est pas là-dedans, là, mais on est quand même dans un boys club. Ouais. Est-ce que vous avez eu des échos de ces personnes-là? Est-ce qu'ils ont lu votre livre? Pas encore? Ça va venir, peut-être. Pas encore. On a l'impression que vous vouliez un petit peu, pas régler des comptes, mais... Non, je voulais pas régler de compte, pas du tout, parce que comme je vous dis, je suis pas victime, j'ai fait une belle carrière, j'ai fait à peu près la carrière que je voulais, encore que j'avais pas de plan de carrière, mais je veux dire, je suis très contente de ce que j'ai fait. Je veux dire, il y a beaucoup d'autres journalistes qui l'auraient mérité, qui n'ont pas eu la chance que j'ai eue. Donc, j'ai aucun regret, j'ai aucun reproche. Je suis pas victime. J'ai pas été victime, mais il y en a d'autres qui l'ont peut-être été. Parce que, tu sais, il y a aussi, il faut se battre, il faut répondre à ces blagues-là. Donc, je répondais. Mais c'était lourd. C'était lourd. C'est pas du MeToo, comme vous dites. Je veux dire, je parle pas de harcèlement ou de choses plus graves. Mais déjà, ça, c'était difficile. Alors, j'ai eu un doute à un moment donné. Est-ce que je mets des noms ou non? Parce qu'au fond, les noms n'ont pas tellement d'importance. C'est juste que c'est plus incarné. Et mon éditeur m'a dit, ça n'a pas d'intérêt si tu mets pas les noms. C'est important de dire, c'est des vraies personnes, c'est pas un monsieur X. Et donc, c'est pas, de toute façon, c'est pas, il y a rien qui est de très incriminant. Mais alors, je me suis dit, bon, d'accord, je garde les noms parce que de toute façon... C'est le reflet d'une époque. C'est le reflet d'une époque. Et beaucoup, tu sais, nous, entre femmes journalistes, on en parle beaucoup, plus maintenant parce qu'il y a eu MeToo qu'avant, mais le grand public ne le sait pas nécessairement. Je voulais qu'on parle parce que le déclin de ce Boys Club-là est arrivé en 2002, au moment du lockout. Il y a eu un lockout à Radio-Canada en 2002. Vous étiez donc, pas sur le piquet de grève. Là, sur les piquets. Vous étiez dehors à comparer vos salaires parce qu'éventuellement, on manque de sujets. Donc, combien tu gagnes, combien tu gagnes. Et c'est arrivé là que vous avez réalisé l'énorme fossé entre la rémunération des hommes et des femmes. Exactement. Alors là, 2002, on se rencontre comme ça au détour d'une rue de piquetage. Et puis, on demande au syndicat de faire parce qu'eux, ils ont les données, de faire une étude approfondie, enfin, de faire des comparaisons. On se rend compte. Donc, à l'époque, je suis dans ce qu'on appelle une émission d'affaires publiques, c'est-à-dire pas les nouvelles, mais une émission d'information. On en avait 6 ou 7 à l'époque. Zone libre à l'époque. À l'époque, j'étais déjà à Zone libre. Donc, il y a Zone libre, il y a Enjeu qui existe encore, je pense, à l'époque. Il y a Découverte, il y a plusieurs émissions d'affaires publiques, économiques. Et on se rend compte que dans ces émissions-là, parmi les journalistes, il n'y a aucune femme qui gagne plus que le moins payé des hommes. Alors, c'est des femmes qui ont 20 ans d'expérience de plus, parfois, gagnent moins. Etc. Donc, juste cette phrase-là, c'est incroyable. Ça met le feu aux poudres. Il y a une commission qui est mise sur pied avec des gens de l'extérieur. Radio-Canada accepte une fois le lockout terminé. Et ça dure. J'ai été dans le comité des femmes journalistes. Après le lockout, il y a eu ce fameux comité-là. Il y a eu ce comité qui a reconnu qu'effectivement, mais c'était très, très, très complexe. Il ne suffisait pas de dire que les femmes, ah oui, mais est-ce que le mérite est Enfin, c'était incroyable. Mais bon, il fallait montrer que moi, si j'étais assise à côté d'un collègue qui a 10 ans de moins que moi, donc 10 ans d'expérience de moins que moi, puisque j'ai travaillé toute ma vie, donc nécessairement, il ne peut pas avoir plus d'expérience. Bon, il a écrit un livre, mais moi, je parle 5 langues. Et moi, j'ai telle expérience. On compare là, des compétences comme ça. Là. C'est ça, mais... Parce que, en fait, d'où ça vient? Parce qu'on a un salaire de base à Radio-Canada, mais ce salaire de base est relativement petit. Donc, tout se négocie dans le bureau du patron, à la tête du client, le supplément. Tout le monde a un supplément qui est une espèce de rachat de temps supplémentaire, puisqu'on ne compte pas nos heures, et qui tient compte de la qualité, compétence de chacun. Et bon, on sait, les hommes, peut-être qui négocient
mieux leur salaire. Peut-être que c'est plus... Les salaires des hommes, c'est le revenu des hommes, c'est le revenu principal de la famille, donc on donne plus facilement. Peut-être parce que les patrons sont pour la plupart des hommes, ou tout ça ensemble fait que... et bon, cette commission, donc, à la fin, déclare qu'effectivement, il y a des disparités indues qui sont basées sur ou qui correspondent au sexe de la personne. Mais à la fin, je reçois une... Donc, on nous... 3 000 3 400 $, je pense, ou quelque chose comme ça, et pour compenser ces années, parce que ça fait 12 ans que je suis à Radio-Canada. Oui. C'est ridicule. Mais à cette époque-là, déjà, je suis sur le point de passer, ou je suis déjà passée à la salle des nouvelles, où ces disparités-là sont presque inexistantes, parce que c'est beaucoup plus formel, temps supplémentaire, tout le monde... bon. Aujourd'hui, le Boys Club à Radio-Canada, je regarde simplement les dirigeants, beaucoup de femmes à la radio, à la télé. Les correspondantes, c'est presque toutes des femmes. Toutes des femmes. La place des femmes à l'information, quand même, a explosé, moi, j'ai l'impression, ces dernières années. Ça a beaucoup changé. Au niveau des blagues sexistes, je ne sais pas, mais j'imagine que quand tu as une majorité de femmes et un seul homme dans une salle de réunion, des blagues sexistes peut-être vont dans l'autre sens. Je ne sais pas, mais je crois Être une femme journaliste, bon, là, il y a Radio-Canada, mais il y a aussi l'autre difficulté quand on fait du journalisme international, c'est qu'on se retrouve dans des cultures où les femmes sont mises à l'écart, ou bon, en Afghanistan, ou un peu partout, même c'est en Bolivie, où j'ai pu rentrer dans une mine parce que vous étiez une femme. C'est un frein, c'est une difficulté supplémentaire, mais est-ce qu'il y a des cas où c'est une force, être une femme journaliste? Dans quelle situation ça peut être une force? Dans les situations où tu parles des femmes, c'est sûr que tu es plus accepté. Tu peux, tu sais, quand tu vas dans une école de filles en Afghanistan, par exemple, tu fais quelque chose sur l'éducation des filles, c'est plus facile quand tu es une femme. Tu as accès à une intimité des femmes. Bon, ça dépend des sujets dont tu parles. C'est un mariage, je pense. Oui, un mariage en Afghanistan qui m'a été proposé, mais les hommes étaient interdits, à part le marié et le père de la mariée. Et donc, les hommes s'amusaient dans une autre salle. Et là, j'ai pu voir ces visages de femmes qu'on ne voyait nulle part à Kandahar. Parce que toutes les femmes portaient la burqa. C'était 99%. Seulement des vieilles femmes, parfois, n'avaient qu'un tchador comme ça, où on voyait un peu le visage. Sinon, on ne les voyait pas, les visages des femmes. Mais j'étais déjà allée dans une coopérative de femmes. Et c'est justement là qu'on m'a invitée au mariage. Et là, j'ai vu, il y avait des femmes, donc elles laissaient leur burqa. En fait, elles levaient leur burqa comme ça, par en arrière, et on voyait leur visage quand elles étaient entre elles. Donc ça, j'ai pu les voir. Mais ce mariage, ça a été un moment assez touchant pour moi et un privilège de femme. Hélas, non filmé. S'il y avait pu y avoir, parce que ça, c'est d'autres difficultés. Vous êtes femme dans des pays difficiles, mais en plus, vous avez une caméra. Ouais. Alors là, c'est sûr que... Parce que quand je parle à des gens de télé, c'est la principale chose qu'ils me disent. C'est bien le journalisme, mais notre principale difficulté, c'est de convaincre des gens de parler à la caméra. Ça, c'est terrible, terrible, terrible. Dans toutes les situations, les gens... dans beaucoup de situations, des gens ont peur de se compromettre. La caméra, c'est un gros plus frein. Que l'écrit. Beaucoup plus que l'écrit. Pourtant, la citation... Non, puis on est invasif. On est invasif quand on arrive, même une équipe de 2 ou 3, alors que tu es là, tu te mêles dans la foule avec ton crayon. Oui, la caméra, c'est un gros frein. Ça fait 2 ans que vous êtes en retraite. Je mets des guillemets, je ne sais pas si... 3 ans? Moi, je suis toujours en 2022, moi, dans ma tête. Ça fait 3 ans que vous êtes en retraite. Vous avez dit que si vous étiez encore journaliste, vous seriez en Ukraine aujourd'hui, évidemment. Vous la regardez, la couverture de cette guerre en Ukraine. Quel regard vous posez sur la couverture qu'on vous offre comme information? Alors, en fait, je fais pas mal de... Je suis à la retraite, mais je suis journaliste. Je pense que je vais le rester jusqu'à la fin de mes jours. Donc, je fais beaucoup de piges. Et je fais des piges régulières à Radio-Canada dans les émissions de 2 émissions de radio que je fais. Et à Novo, Franco Nuovo, pardon. Et à la télévision Novo, je fais souvent des interventions dans leur bulletin de nouvelles. Et donc, je parle beaucoup de l'Ukraine. Et je suis beaucoup le conflit, entre autres sur Twitter, où je suis assez active.
Et je le suis au jour le jour, même que j'ai intéressé mon conjoint qui est aussi d'origine polonaise comme moi, donc il s'intéresse peut-être plus que la moyenne des ours, mais qui est pas un journaliste du tout. Maintenant, on est tous les deux et il parle russe comme moi, donc il est tout le temps en train de me dénicher des trucs, des sources, etc. Mais je pense que la couverture est assez exceptionnelle, autant au Québec qu'à l'extérieur. Oui, de façon générale, c'est juste dommage qu'on ne soit pas en Russie. Et ça, c'est vraiment dommage. Je vois quand même, tu sais, moi, je m'intéresse beaucoup quand même à l'histoire du journalisme. Puis je sais que pendant la Deuxième Guerre, Première Guerre, les journalistes étaient très patriotiques. La couverture d'un conflit comme ça, c'était nos alliés. Non. Et j'ai l'impression qu'on retourne un petit peu à ça. Quand je lis on est contre la Russie. Il y a un patriotisme dans le journalisme que je ne voyais pas avant, que je remarque en ce moment. Est-ce que vous l'avez remarqué, vous? Écoutez, je l'ai remarqué peut-être, mais je ne sais pas si ça relève du patriotisme. Non? Ça relève de l'horreur devant cette invasion. Je veux dire, je pense pas qu'il y a de la place à de l'objectivité de mettre dos à dos, ou même, je vois la couverture du Monde diplomatique, je suis horrifiée. Un Monde diplomatique que j'ai lu pendant des années, voir aujourd'hui, dire quand est-ce que l'escalade va finir, en voulant dire les deux belligérants. Non, il n'y a pas deux belligérants. Oui, il y a deux belligérants. Il y a une invasion. Une invasion. Il y a une victime et un bourreau, là. Et oui, ça ne veut pas dire que la victime est idéale. Aucune victime est idéale. Aucune victime n'a pas de défaut. Mais ici, la situation est claire. Et je pense qu'on est du bon côté de l'histoire. Et je vraiment aucun doute. Et vous savez que moi, j'ai pour la Russie un sentiment extrêmement profond parce que je parle la langue, j'adore la culture. J'ai été là 3 ans, j'adorais le théâtre russe. Il y a quelque chose dans l'âme russe qui m'est très proche. Mes parents ont vécu en URSS, ma mère a survécu à la guerre parce que Staline l'a accueilli en URSS. Donc, j'ai pas d'a priori. Mais ce qui se passe actuellement, c'est une invasion horrible, une invasion à la défense de quoi? À la défense d'une kleptocratie. C'est ça qu'on a en face. C'est un régime qui n'a aucune excuse, et pas seulement envers les Ukrainiens, envers son propre peuple. Ils ont perdu déjà 200 000 de jeunes vies d'hommes. Est-ce qu'ils peuvent se permettre, déjà que leur démographie est terrible, sans parler du côté moral et humain de ça, envoyer de jeunes hommes à la guerre inutile, qui est là seulement pour protéger des kleptocrates? Je veux dire, il y a aucune excuse. Donc, je ne crois pas que ça soit du patriotisme. Moi, je pense qu'on est... on a de la chance. On est du bon côté de l'histoire. Mais n'importe qui, moindrement renseigné, regarde ce qui se passe et il n'y a aucune excuse à cette guerre. On parlait tantôt de 1989, qui était une année charnière dans l'histoire. La chute du mur de Berlin, le printemps de Pékin. Et là, on est comme en train de voir les retombées qui arrivent en même temps aussi. C'est-à-dire que là, on a la guerre en Ukraine, qui est un peu le lendemain lointain de la chute du mur de Berlin, une conséquence de. Et en Chine, où là, d'ici 2030, les experts nous disent que ça va devenir la première puissance mondiale. Est-ce qu'on a raison? Est-ce qu'on veut avoir une première puissance mondiale qui est la Chine? Ça n'a pas de sens quand on y pense. Là. Écoutez, ça, c'est les conséquences de l'histoire. Moi, on m'a beaucoup demandé, la Chine, la Russie, est-ce que c'est pareil? J'ai dit, on va voir ce qui va arriver avec Taïwan. Hein? Si la Chine envahit Taïwan, on va parler d'une autre façon. Mais il faut dire que, parce que je suis restée quand même, je suis retournée en Chine, je suis restée en contact avec donc mes amis chinois qui sont retournés en Chine, en fait. Ceux dont on parle en 1989, je les voyais encore. L'homme du couple, la femme, j'ai perdu contact, mais l'homme du couple est retourné. Et leur fille, c'est un peu comme ma filleule, si vous voulez, puisque je considère que elle m'est très proche. Alors, donc, je suis restée un peu en contact avec eux, mais sauf qu'ils ne peuvent pas tout dire quand ils peuvent pas m'écrire quand ils sont en Chine. Mais quand ils ont encore la citoyenneté canadienne, donc ils ont une maison à Vancouver, et quand ils viennent ici, je suis en contact. Donc, je suis un peu... il faut dire que les Chinois, c'est un régime assez terrible, mais au moins, ils développent leur pays. Mm-hmm. Ils ont sorti des millions de la pauvreté. Alors qu'en Chine, c'est pas le cas. En Russie,
c'est pas le cas. On est complètement dans un autre cas de figure. Alors, un pays qui a un régime, moi, qui me plaît pas du tout, mais qui est pas un régime démocratique, loin de là, mais qui au moins prend soin de ses citoyens, prend une partie de ses profits qu'ils font grâce à leur ingéniosité, pas à leurs ressources naturelles, parce qu'eux, ils n'en ont pas tant que ça. La Russie en a beaucoup. Mais au moins prend cette richesse collective pour sortir des gens de la pauvreté. Et qu'est-ce que vous voulez? S'ils deviennent la première puissance mondiale économique, ils l'ont pas volé. Je vous laisse sur une phrase que le Chinois que vous avez rencontré, Xiao He, c'est ça? Xiao He, oui. Il vous a dit ça dans une entrevue, une phrase que je trouve qui est tellement d'actualité. Le fait que la Chine, dont la population représente 1/5 de l'humanité, se porte mal, cela empêche le reste de l'humanité de progresser. Cette personne-là, aujourd'hui, est en Chine, vous le dites dans votre livre, a eu beaucoup de succès, je pense. Énormément. Il est devenu économique. Là, bon, je ne lui ai pas parlé depuis peut-être 2 ans, mais oui, je l'ai vu. Est-ce qu'il redirait ça aujourd'hui? Je pense qu'il est, de ce que j'ai vu, il est très fier de son pays. Il est très fier. Il a toujours été très fier de son pays. Évidemment, il voulait plus de démocratie à l'époque. Aujourd'hui, il ne se prononcerait pas là-dessus parce que... Mais c'est quand même quelque chose. On parle de quelqu'un qui était à Tiananmen. Ouais. Mais il était à Tiananmen. C'était un patriote. C'était un patriote, mais il croyait à l'époque que plus de démocratie permettrait à ce pays-là de se développer mieux. Aujourd'hui, il voit que c'est pas nécessaire. Alors, c'est un peu triste, mais mais c'est quelque part, il y a peut-être des modèles de société qui sont différents d'une autre. À cet égard-là, je serais peut-être plus objective dans le sens, oui, peut-être, si ça fait... Bon, ça fait pas mon affaire. Mais si c'est comme ça, mais le faire se développer, même pas se développer, faire une fuite en avant comme fait Poutine au détriment de son propre peuple et du peuple voisin, ça, c'est inacceptable. On parle plus de démocratie, on parle plus de rien, on parle d'un crime contre l'humanité. Est-ce que le fait que la Chine est un régime autoritaire, on peut pas appeler ça un crime contre l'humanité? Bon, les Ouïghours, c'est autre chose, donc il y a toujours plusieurs éléments. Donc, et je connais moins ce qui se passe en Chine quand même, objectivement, même si je suis à travers mes amis puis à travers la presse. Et alors, c'est sûr que ce qu'on fait avec les Ouïghours et une éventuelle invasion de Taïwan, ça serait terrible. Donc, vous me dites qu'un régime autoritaire, c'est peut-être pas la pire des plaies. C'est-à-dire, c'est assez terrible, mais je vais dire, la pire des plaies, c'est tuer de façon pour protéger son régime de kleptocrate, de vol. Je veux dire, Poutine, où est-ce qu'il a fait ses milliards? Je veux dire, il l'a fait sur le dos du peuple russe. Bon. Alors, on ne sait pas, le président chinois, combien il s'en est mis derrière la cravate, sûrement pas mal. mais je veux dire, je ne veux pas être indulgente à l'égard de la Chine, mais on peut peut-être pas toujours imposer nos valeurs occidentales à tout prix. On a vu ce que ça a donné avec l'Irak, etc. Donc, Mais est-ce que le sens de ma question, dans le fond, est-ce que vous avez l'impression qu'on est en ce moment en train de passer un moment de l'histoire qui est quand même important, qui va être déterminant pour les prochaines décennies? Ouais. Ouais. Déterminant si on survit. Ah oui, vous êtes jusque-là, si on survit. Ouais. Poutine est dans une fuite en avant. C'est un homme sans scrupules. Je l'ai observé pendant des années, quand même. Et je ne suis pas la seule, on était plusieurs. Et je pense qu'on s'est fait beaucoup d'illusions en disant toujours non, il n'ira pas jusqu'à là, non, il n'ira pas jusqu'à là, non, il n'ira pas jusqu'à là. Mais je ne suis pas certaine. C'est un homme qui n'a qui n'a pas de scrupules et pour qui sauver sa peau, c'est la seule chose qui compte. Alors, est-ce qu'il va aller...
J'essaie d'être optimiste. Oui, vous nous aidez là, à être optimiste, cette entrevue. Mais je pense que le problème, c'est que le peuple russe en ce moment est dans un désarroi, des organisations terribles. L'attentat contre le blogueur pro-Kremlin, là, hier ou avant-hier, à Saint-Pétersbourg, il y aura des représailles, il y aura des... Tu sais, c'est beaucoup œil pour œil, dent pour dent, dans la tête de Poutine. Ça a toujours été comme ça. C'est parce qu'à travers les années, on voit quand même le type psychologique. Mais vous savez à quoi il me fait penser, je vais vous dire, et ça nous amène... On ne devient pas très optimiste avec ça. Ça me fait penser à ces hommes, parce qu'en général, ce sont des hommes, presque toujours, ou toujours, qui s'embourbent dans une situation de vie, ils perdent de l'argent, ils perdent leur emploi, ils n'osent pas le dire à leurs femmes, et ils finissent par tuer leurs femmes, leurs enfants, leurs beaux-parents. Il y a eu quelques cas comme ça dans l'histoire qui ont été assez célèbres. Pour éviter d'avoir tort. Pour éviter d'avoir tort, pour éviter d'avoir honte. Et pour éviter d'être jugés pour ce qu'ils ont fait, ou pour même pas juger, parce que perdre son emploi, c'est pas si terrible, mais et qui sont narcissiques au point où descendre de leur piédestal est pire que sacrifier la vie de leurs proches. Et Poutine, à mon avis, c'est ce type psychologique-là. Alors, bon, espérons qu'il n'est pas tout seul à avoir les codes et pas tout seul à tenir le doigt sur le bouton, mais ça ne m'étonnerait pas. On va terminer là-dessus. Merci beaucoup, Alexandra Chaska. Alexandra Chaska, je ferai le tour du monde aux éditions du Boréal si vous aimez le journalisme, si vous aimez des bonnes histoires. Il y a des histoires incroyables. On en a vu une toute petite partie aujourd'hui, puis ça fait quand même 1 heure qu'on parle. il y en a encore beaucoup d'autres. Merci beaucoup de votre présence aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir, Steve. Le balado Le métier d'informer est une initiative de Projet J et une production de l'agence de contenu 37e Avenue. Animation et réalisation, Steve Proulx. Pour continuer d'explorer le monde du journalisme, ne manquez pas nos prochains épisodes.